Alors, euh, je pense qu'on va commencer. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Welcome, everyone. Thank you very much for being with us today. Welcome to the 11th virtual event of the New Conversations 2.0 initiative, a virtual tour building on the 2018 Provincial Awareness Tour around the demographic and labor market challenges of New Brunswick. Bienvenue au 11e événement virtuel de Nouvelles Conversations 2.0 qui suit la première tournée de sensibilisation de 2018 autour des défis démographiques et du marché du travail auxquels fait face le Nouveau-Brunswick. This event is bilingual and we have simultaneous interpretation. You can choose the language of your choice on the lower right-hand corner. Cet événement est bilingue et nous avons l'interprétation simultanée. Vous pouvez choisir la langue de votre choix au bas de votre écran à la droite. Nous visitons 15 régions différentes de la province, apportant des données sur le remplacement de la main-d'œuvre, des informations sur l'importance de l'immigration pour les finances publiques du Nouveau-Brunswick, les impacts de l'immigration future sur les systèmes clés de notre province et l'impératif pour les gouvernements locaux et les communautés de s'organiser en soutien de l'immigration au niveau local. We are also making the space for people, employers, community members, newcomers, and just everybody really to share their stories and experiences of immigration. People are coming into our province and everyone has a role to play in the creation of communities and workplaces where notions of diversity, inclusion, and equity are at the heart of policymaking, processes, and planning. L'immigration est un sujet en constante évolution au Nouveau-Brunswick et de nouvelles conversations sont encore nécessaires pour s'assurer que nos nouveaux résidents trouvent des possibilités et un soutien significatif afin qu'ils choisissent d'appeler le Nouveau-Brunswick et vos communautés leur chez eux. Today, we dedicate this session to the region of Shediac, Beaubassin-Est et Capelé. Before we dive in, I would like to acknowledge the unceded Wolastoqey, Mi'kmaq, and Passamaquoddy territories we currently stand on and wish to thank them for allowing us to gather. Reconnaître la terre est une façon d'exprimer notre gratitude envers ceux dont nous sommes sur leur territoire et une façon d'honorer les peuples autochtones qui vivent et travaillent sur ces terres depuis des temps immémoriaux. Il est important de comprendre la longue histoire qui nous a amenés à résider sur ces terres et d'honorer cette histoire alors que nous continuons à y accueillir de nouvelles familles et travaillons ensemble afin d'avancer sur la voie de la réconciliation. Je tiens également à remercier nos bailleurs de fonds et nos organisations partenaires qui ont contribué à cet événement. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick et Travail NB, l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique, le Conseil d'entreprise du Nouveau-Brunswick, l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, le Conseil économique du Nouveau-Brunswick, Tech Impact, Dialogue NB, le Réseau en immigration francophone du Nouveau-Brunswick, la Coopérative de développement régional, l'Université du Nouveau-Brunswick, l'Université de Moncton, New Brunswick Community College, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick et la Commission des droits de la personne. Pour cet événement virtuel en particulier, j'aimerais remercier le Centre d'accueil et d'accompagnement francophone des immigrants du Sud-Est du Nouveau-Brunswick, le CAFI, Beaubassin, la Chambre de commerce du Grand Shediac, Cape Packers, Westmoreland Fisheries. And finally, before introducing our special speakers for today, I have the obligation to set some ground rules and mention some housekeeping items to ensure that we have a productive experience for everyone, including the audience. So this event will have three parts, or usually has three parts. First, starting with a presentation from Richard Saillant, followed by a Q&A, as well as a panel and a discussion period. And we want this event to really mean something to you. So please engage with questions in the chat function within Zoom. As a facilitator, I will be picking some of them and asking them during the Q&A and discussion period. To ask a question in person, you can definitely do the raise hand symbol on the Zoom, and we will be able to mention your name and give you permission to unmute so that you chime in person. And if we have any tech interruptions, please stay with us. There's always a risk in doing something like this live. So we hope to avoid any disruptions today, but if we do, please stay with us.
So this session will be recorded and we are providing simultaneous interpretation. And you can choose the language of your choice on the lower right-hand corner. And you will also be able to download all the resource materials that are mentioned today, the regional report that was developed for the region with up-to-date data, as well as the presentation that was developed by Richard Saillant, and more information as well on our panelists for today. So, maintenant, j'aimerais vous présenter le maire de Capelé, Serge Léger, qui partagera quelques remarques de bienvenue. Monsieur le maire, merci d'être avec nous aujourd'hui. L'écran est à vous. Merci, Nicole. Bonjour. Premièrement, j'aimerais te souhaiter la bienvenue aux participants et participantes et de vous remercier de m'avoir invité à cette conversation de cet après-midi. L'immigration est une partie importante de notre communauté et nous sommes fiers de s'associer à tout projet qui touche les nouveaux arrivants. Et je suis aussi un membre du CA de CAFI et je suis très satisfait de ce qui se déroule dans la grande région et je ne peux pas espérer de voir les discussions qu'on va avoir cet après-midi. Merci pour cette invitation et bonne réunion. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Maintenant, j'aimerais vous présenter Monsieur Richard Saillant, économiste et consultant en politique publique. Richard est basé à Moncton et est un ancien cadre du secteur public avec 20 ans d'expérience dans les milieux gouvernementaux et universitaires. Il a passé près de 15 ans à Ottawa dans divers ministères, y compris le bureau du Conseil privé, Industrie Canada et Transport Canada. Il a écrit ou réalisé 4 livres, dont Au bord du gouffre, Agir maintenant pour éviter la faillite du Nouveau-Brunswick, et 2 pays, le Canada à l'ère du grand déséquilibre démographique. Bienvenue Richard, l'écran est à toi. Alors, merci Nicole. Je vais sans plus tarder partager mon écran et souhaiter entre-temps la bienvenue à tout le monde. Merci d'être là en cette belle journée froide. Là, je sais que j'ai une dernière tâche à faire, je pense, avant que vous puissiez voir mon écran. Ça va prendre une seconde. Voilà. OK. Aujourd'hui, je vais commencer par la première diapositive. On va vous parler dans les 2 langues du défi démographique de Shediac-Capelé. On a une région qu'on va vous définir dans quelques instants, on l'a appelée Shediac-Beaubassin-Est-Capelé. Et puis, il y a un peu plus dans les données qu'on va vous offrir, mais essentiellement, notre but aujourd'hui, ce serait de vous offrir des données fraîches, des données qui vous permettent de voir quel progrès a été fait au niveau de l'immigration, au niveau de l'accueil de nouveaux arrivants au cours des dernières années. Ensuite, de faire des scénarios, d'essayer de voir à quoi ressemblerait la région dans les années à venir selon la trajectoire actuelle, selon qu'est-ce qu'on devrait avoir comme croissance si on voulait maintenir notre main-d'œuvre, et ensuite un autre scénario qui est celui de voir qu'est-ce qui devrait être fait si on voulait accroître notre main-d'œuvre dans les années à venir. Puis ensuite, on parlera rapidement des éléments d'un plan pour accueillir de nouveaux arrivants dans la région. Donc, pour commencer, I'm going to speak in English now, but my first few slides are going to be in French afterwards, and then I'll shift to English again. So, in order to provide you with the most relevant data possible, for the purpose of this presentation and the population forecasting later in this report, the region includes all those living in Westmoreland County, excluding those living in the Moncton Census Metropolitan Area. So we've included Sackville in the data that you have there. It's not perfect, but it gives you a better sense of growth in your specific areas as opposed to if we included also the Moncton area. So, pour commencer, essentiellement, commencer avec un message plutôt général pour signaler pourquoi on est ici aujourd'hui, c'est parce que le Nouveau-Brunswick est une société qui vieillit, qui est âgée, qui vieillit plus rapidement que le Canada. Et puis, on le voit sur une diapositive comme celle-ci, alors que vous voyez que fondamentalement, le Nouveau-Brunswick, sa pyramide des âges montre clairement qu'il y a encore une génération qui domine au Nouveau-Brunswick, c'est celle des baby boomers, qui est plus nombreuse. Vous le voyez dans la pyramide des âges, alors qu'au Canada, les baby boomers ne dominent plus la pyramide des âges. Dorénavant, c'est les milléniaux qui sont plus nombreux. Pourquoi? Parce que le Canada, au fil des années, a accueilli davantage de nouveaux arrivants, ce qui a permis de rafraîchir sa pyramide des âges.
Si on regarde la région de Shediac, Beaubassin, Est-Sackville par rapport au Nouveau-Brunswick, on voit que le vieillissement de la région est à peu près comparable au Nouveau-Brunswick. Dans certains cas, vous avez en fait une croissance un peu plus forte, par exemple les jeunes de 0-14 ans, ce qui reflète encore une fois l'immigration récente, mais on pourrait dire que le vieillissement est à peu près comparable. Donc, c'est une région qui est assez semblable à l'ensemble de la province. Si on regarde maintenant, qu'est-ce qui est l'impact du vieillissement? En rouge, vous voyez essentiellement ce qui s'est produit au Canada. À l'intérieur de la dernière décennie, l'économie du Canada a continué de croître assez rapidement. Au cours de 10 ans, ça a augmenté d'environ 25 %. Ça, c'est la colonne de gauche en rouge. Si vous regardez le Nouveau-Brunswick, vous voyez que sa croissance a été beaucoup plus lente. Le bleu, là, mais ça, c'est causé essentiellement par le fait que le nombre de travailleurs au Nouveau-Brunswick a cessé de croître au cours de la dernière décennie. Donc, si vous regardez la colonne de droite, vous voyez qu'en rouge, la population active, donc le nombre de travailleurs au Canada, a augmenté de plus de 10 %, alors que dans la région de Nouveau-Brunswick, il y a eu un déclin du nombre de travailleurs. Et puis, si on prend la région économique de Moncton-Richibouctou et qu'on exclut encore une fois la région métropolitaine de Moncton, on peut voir qu'il y a eu un plus grand déclin de la population active dans la région. Mais cela dit, ça, c'est une région plus large. Ça inclut Richibouctou, ça inclut Bouctouche. Donc, il se peut que votre coin de pays ait connu un déclin de ce nombre de travailleurs qui soit en fait inférieur à ce que vous voyez là. C'est juste pour vous donner une idée de l'impact d'une réduction du nombre de travailleurs sur la croissance économique. On va se tourner maintenant vers des données qui sont plus précises pour votre région. Essentiellement, ici, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai donné un aperçu de qu'est-ce qui se passe dans votre coin de pays lorsqu'on voit que la population vieillit. C'est qu'essentiellement, le nombre, depuis jusqu'à peu près 10 ans passés, le nombre de jeunes dans votre région était plus élevé. Donc, le nombre de personnes qui atteignent l'âge de 15 ans, l'âge de travailler, était plus élevé que le nombre de personnes qui atteignent l'âge officiel de retraite de 65 ans. Donc, ce que vous voyez maintenant, c'est que depuis une dizaine d'années, le nombre de personnes qui atteignent l'âge officiel de la retraite de 65 ans, beaucoup plus élevé que le nombre de jeunes qui atteignent l'âge de 30 ans. Donc, pour la région, donc going to retirement compared to those that are getting 300 personnes par année de plus qui prennent leur retraite qui atteignent l'âge de travailler. Comme on va le voir tout à l'heure, une partie de cet écart-là est comblée grâce à l'accueil de nouveaux arrivants. Un autre avantage associé à l'accueil de nouveaux arrivants, c'est qu'on a une population d'âge scolaire qui est en croissance. En fait, dans votre région, la population d'âge scolaire est en plus forte croissance qu'au Nouveau-Brunswick. Donc, ça montre que votre région a accueilli beaucoup plus de personnes, si vous voulez, au cours des dernières années que le reste du Nouveau-Brunswick. Donc, c'est un des avantages de l'immigration, de l'accueil de nouveaux arrivants, parce que les nouveaux arrivants sont typiquement d'âge adulte, jeunes adultes en âge d'avoir des enfants. Donc, soit ils arrivent avec des enfants ou soit ils vont avoir des enfants bientôt. Donc, ça montre l'effet. Puis, votre région, si on la comparait à une région, par exemple, comme dans le Nord et tout ça, vous verriez qu'il y a une grosse différence. Dans le Nord, c'est encore un défi de maintenir le nombre de jeunes. En fait, dans plusieurs régions, ça continue de décroître. Donc, ça vous donne une idée du progrès qui a été accompli. Mais j'aimerais encore vous rappeler, par contre, qu'il y a des défis qui nous attendent. Ici, ce que j'ai cherché de vous montrer, c'est que si vous regardez, avec le vieillissement, l'une des choses qui se produisent, c'est que l'emploi se déplace vers le secteur exportateur, de plus en plus vers le secteur local, que ce soit les services publics ou les services locaux. Un graphique comme celui-ci l'illustre un peu. Vous voyez que le nombre d'emplois dans le secteur privé dans la région de Moncton-Richibouctou, excluant la ville de Moncton, vous voyez la grande région de Moncton, vous voyez qu'il y a eu un déclin du nombre d'emplois, alors que le nombre d'emplois dans le secteur public a été légèrement ou quand même en assez forte croissance pendant certaines années. Donc, ce qu'on essaie de dire ici, c'est que pour pouvoir continuer de soutenir une population qui vieillit, pour pouvoir supporter davantage d'emplois dans le secteur public ou encore dans le secteur des soins de santé aux personnes âgées, ça va prendre plus d'emplois dans le secteur privé. Ça va falloir augmenter l'assiette fiscale. Donc, c'est un défi à l'échelle de la province. Ce n'est pas un défi unique à la région, mais je voulais juste vous illustrer un peu l'ampleur du défi. Dans une diapositive comme celle-ci, là, on se ramène un peu à l'échelle de la province pour essayer de vous rappeler que les dépenses de santé, on a vu que la pointe de l'iceberg jusqu'à date. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que les baby boomers, jusqu'à présent, ont tous en bas de 75 ans. Cette année, les baby boomers les plus âgés vont atteindre l'âge de 75 ans. Qu'est-ce qui se passe? Les dépenses de santé pour une personne âgée de 65 ans
sont d'environ 6 000 $ par année. À 75, c'est environ 12 000, puis à 85, c'est environ 24 000. Donc, pour l'instant, nos baby boomers sont relativement jeunes, mais dans les 15 prochaines années, avec les baby boomers qui vont dépasser l'âge de 75, atteindre 80, 85, il faut s'attendre à ce que le nombre de personnes âgées de 75 ans et plus devrait environ doubler. Donc, présentement, il y a autour de 65 000 personnes. D'ici 10-15 ans, 15 ans, on va passer autour de 140 000 personnes âgées. Donc, ça va induire des pressions énormes sur les dépenses en soins de santé. Puis à gauche, j'essaie de les illustrer. Ça, c'est qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme pression supplémentaire induite uniquement par le vieillissement. Je ne parle pas de la technologie, je ne parle pas des hausses de salaire. C'est juste le fait que notre population est plus âgée, que les baby boomers progressent dans leur âge, ils deviennent de plus en plus âgés. Donc, d'ici 4 ans, 2025, on parle de 350 millions de dollars supplémentaires par année, en dollars de 2017. D'ici 2030, on parle d'environ 700 millions de dollars et d'ici 2035, on parle d'environ 1,1 milliard de dollars. Donc, c'est énorme et c'est grâce à une croissance du secteur privé qu'on va pouvoir réussir, j'espère, à soutenir des pressions comme celle-là. I'm going to switch to English now and start by telling you that there are very much good news about immigration these days. And in fact, it's not only anymore about immigration in large centers such as Moncton, Fredericton, or St. John. What we're seeing, or what we saw at least, Moncton et St. John par exemple. Et ce que l'on a vu dû à la pandémie, c'est que les nouveaux arrivants s'installent dans les provinces et aussi dans les petites collectivités. Ceci vous le montre. Si vous resident admissions in the rest of New Brunswick, so outside the 8 cities, has nearly tripled in the space of 3 years. So it's a sharp improvement. I suspect that this will continue in the years ahead. And Westmoreland County, if you exclude the Moncton CMA, attracted about 252 new immigrants in 2019, 2020. I'm not talking here about non-permanent residents. I'm talking about the intake of new immigrants. So there is a lot of progress being made. We're already seeing it in the data. So this is good news. David Campbell had done some work about the population growth and what kind of a contribution immigration could do to the school-age population. I've already discussed that in terms of what's happened so far, but David has looked at it in terms of the prospective future of immigration and what it could do to a school enrollment. So as we know, school enrollment is declining or has been declining across New Brunswick, even as the demand for new workers is rising. We need to attract more families in order to rebuild our school-age population. And that's essential to building a larger talent pipeline. And we've seen that it's happening in Fredericton and Moncton, but it's also happening in your region, as we saw. So with just assuming a significant increase in immigration, and it's not, we can get into the details of that later on, but if we look at the trajectory we've had in the past and we extrapolate it in the future, we see that we could see an increase in the actual overall population of school-age New Brunswickers, but that would depend on strong growth in immigration. Without immigration, you can see there that the trend would be for a substantial decline in the number of school-age New Brunswickers in the years ahead. But with immigration, and thanks to the trajectory we're on and slight improvements, we can actually deal or face the situation rather than having to close down schools, having the challenge of growing our actual number of students. So let's go now in terms of the projection that I've talked about earlier, what we can expect in the years ahead. Not expect, what would be scenarios? What kind of growth are we looking at to achieve a variety of scenarios? So why do we need population growth? We've discussed this already, but the region has important industries, manufacturing, tourism, and natural resources processing. It has new growth opportunities. There's over 600 businesses in the towns of Shediac, Cap-Pelé, as well as Beaubassin-Est. So there's a risk that some businesses that are more footloose in nature could have to leave the region if the workforce needs are not met. So that's the reason why, obviously, we need to grow our population from an economic standpoint.
So we're going to be looking at three scenarios, discussed them already. What would happen under current projected population trajectory? Then what would we need to maintain the current size of the workforce? And then if we wanted to grow the workforce at an annual average rate of 0.5% annually. So we've discussed already why these scenarios are for, so I'll skip immediately to the growth scenarios. So on the current trajectory, from now until 2040, we would still see a population increase in the area of about 4,200 in the years ahead. So that's 12%. So even on the current trajectory, your population is set to grow. But this is what aging does, is that we have more and more people leaving the workforce, and the people who leave the workforce, they tend to stay in the region. So that grows the population, but the actual workforce may not increase. So based on the current trajectory, we estimate that the workforce could decrease slightly by 4%. And there's a typo in terms of the number. It's not -6, it's probably a -600. The report is available online, by the way. But essentially what you're looking at here is not a bad outcome at all. It means you're on a relatively good trajectory. Some regions are seeing on a steady state trajectory much bigger decreases than that. So you're not in a bad shape, but the idea here is that even if we stayed on the current trajectory, there would be a potential loss of some export industries, because remember, we discussed earlier on that aging means that more and more jobs are turning towards local services, whether in the public or the private sector, such as elderly care, et cetera, et cetera. So there's still some challenges on the current trajectory. Some businesses might move either to Moncton or even outside the province to find workers, and there would be difficulties expanding new industries. So whether in agriculture, tourism, natural resources. But again, I don't want to be alarming here. You're on a relatively good trajectory compared to a lot of other regions. So what would be needed to maintain the estimated workforce of around 17,700? Again, here, you'd have a growth in the population that is relatively comparable to what you had in the prior situation, and you would be on a very similar to the current trajectory. So essentially, the message that want to convey to you today is that you're already pretty much on the trajectory of maintaining the current workforce. So I'm not going to go into the details about what's going to happen under that scenario, because it's relatively similar to the one before. Now, if you wanted to grow the workforce by a modest 0.5% per year, that would translate into a population increase of about 1/5, and your workforce could increase by about nearly 2,000. So what would this realistic and reasonable scenario lead to? It would lead probably to the region to have the expected demand to meet not only local services, but also to grow the workforce in some new industries. So it's not an unrealistic scenario, and with further efforts, it's probably something that can be achieved, and it would enable the region to prosper even more. So in terms of the assessment of what needs to happen if the region wants to maintain the current work size or expand in the next 20 years, we need a faster growth rate, but it's not unachievable. Relative to what you had recently, 252 newcomers in terms of immigration over just before the pandemic, ramping it up to around 430 a year or more would probably allow you to grow the workforce and along the lines that we discussed in scenario 3. So this will not happen by itself, and it will require a deliberate population growth plan for the region, but it's not, as I said earlier on, unachievable. So what would be the elements of a plan for welcoming more newcomers in the community? Well, we first have to recognize, and it's something that I know is already happening in the area, that this is not only a provincial government issue, that people and businesses move into local communities, and that economic opportunities, they occur in local communities. So it's important to remember that your region as an area of New Brunswick is in a sense in competition with other areas to draw newcomers. So you need to make sure, of course, that you are an area that is attractive, not only to drawing more people in the region, but keeping them in the region. So
what are we expecting in terms of demands from local or regional government? Obviously, things have changed over even just the last 2 decades. We're now expecting local regional governments more than we were before. There's a role in economic growth, welcoming newcomers, advertising the community, having arts and entertainment, the good quality of life, et cetera, et cetera. So we do appreciate that more is being asked from communities, but it's also a project that should involve the entire communities and not just the local or regional government. So again, not just a population growth plan, but communities need a more comprehensive business plan. So the elements of a business plan would be including a clear understanding of the labor market needs of the region to support workforce exits and accommodate new growth, as we discussed earlier, an assessment of which industries have the potential to grow in the future, and then determine what would be the labor market needs based on that. And what kind of levels of migration are we looking at? We've already started that discussion here today. And what would be the barriers to attracting new population? And across the province, what we're hearing so far is that housing is becoming a major issue everywhere. But there are other issues, of course, that need to be addressed. And I'm sure that we're going to have an opportunity to discuss them today over the next hour or so. So I'll stop here and I'll stop sharing my screen so that we can return to the conversation. Merci beaucoup, Richard, pour ta présentation. On va commencer la session de questions-réponses avec Richard. So we're going to start the Q&A with Richard. So la première question, c'est selon vous, quelle industrie risque de quitter s'il n'y a pas assez de travailleurs? Tu as déjà mentionné que c'est plutôt les industries qui sont footloose. Est-ce que tu peux expliquer ça beaucoup avec plus de détails? Oui, avec plaisir. Fondamentalement, le défi qu'on rencontre, c'est qu'un peu partout à l'échelle de la province, on voit un déplacement de l'activité économique davantage des secteurs qui étaient plus associés à l'exportation vers des secteurs plus locaux. Et puis, dans certains cas, différentes régions ont différents besoins et utilisent différentes stratégies. Donc, on sait très bien que dans la région de Cap-Pelé, on a fait usage beaucoup de travailleurs étrangers temporaires. On cherche maintenant à convertir beaucoup de travailleurs étrangers temporaires en résidents permanents. Mais ce qu'on voit à travers la province, c'est que tout le matériel, j'appellerais toutes les industries qui n'ont pas besoin d'être dans une communauté en particulier, sont vulnérables. Je donne des exemples. Si vous avez, par exemple, l'industrie de construction modulaire, il y en a pas mal, il y en a dans la région de Kent, il y en a dans la région de la péninsule acadienne. Si on parle de manufacture légère, il y en a encore une fois dans la région de Kent. Dans le nord-ouest, il y a beaucoup d'industries qui se retrouvent dans ces régions-là, qui ne doivent pas nécessairement être là à tout prix. Et ce qu'on remarque, on a eu des témoignages dans le cadre de la tournée jusqu'à présent, on remarque qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui indiquent présentement que c'est devenu une barrière importante, soit à prendre de l'expansion ou à même préserver leur activité dans la communauté. Et puis qu'il y en a qui songent de plus en plus à devoir migrer soit vers Moncton ou encore à l'extérieur de la province. Donc, on voit ce phénomène-là de déindustrialisation progressive qui peut se produire, puis qui justement, c'est pour ça qu'on a besoin d'une stratégie proactive pour s'assurer justement que les communautés vont pouvoir de manière proactive accueillir les gens qui vont être nécessaires pour pouvoir justement maintenir ces industries-là. J'ai utilisé des exemples de construction de biens, mais si on regarde par exemple le secteur des centres d'appel, ça a été un peu le même phénomène qu'on a connu à l'échelle provinciale. Auparavant, on avait un secteur qui était en forte croissance, mais depuis, je vous dirais, une bonne dizaine d'années, c'est un secteur qui bat davantage de l'aile et qui est à la recherche de main-d'œuvre. Donc, c'est tous ces secteurs-là qui font partie de notre base industrielle et exportatrice qui sont devenus vulnérables. Merci, Richard. Deuxième question qui est en fait reliée à ce que vous disiez. Are there different priorities for immigration in northern New Brunswick than southern New Brunswick? So what's the difference between Cap-Pelé and the Peninsule and Restigouche, etc.? Well, what I'm seeing is that in the northern parts of the province, there was already an uneven level of, I wouldn't say awareness, but of mobilization for drawing more immigrants. That was 3 years ago, but now all regions are not suddenly, but are recognizing
the extreme importance of welcoming more people in their regions, mainly because our demographic realities are catching up with us across the entire province. And we saw in the news yesterday on Radio-Canada, and I think it was on CBC too, the case of the Acadian Peninsula and how they were relying more on foreign students, international students from the University of Moncton. I think it was 80% of the Tim Hortons in Shippagan was international students, but it just goes to show how more and more communities are now realizing that they need to ramp up efforts, and they are ramping up efforts. But I would say that in the years ahead, there are two reasons why immigration in the North is becoming and will become just as much a priority than in the South, and that it is just as much a priority in rural areas than in urban areas. The first one is that rural areas are older and aging faster, which means they have greater needs in terms of elderly care. They have more people leaving the workforce, and therefore the greater and fewer young people filling in behind. The northern counties, Madawaska, Restigouche, Victoria, Gloucester, and Northumberland, has lost 45% of its youth over the last 20 years. So the needs are growing across the entire province, and happily we're seeing newcomers now joining communities outside large centers, and that's a very important development that needs to be ramped up, because when you think about it, there are a lot of export-related jobs in rural areas. And so the stakes, in a sense, in rural areas, in terms for the overall economic prosperity of our province, are just as great, if not greater, than they are in urban areas of the province. Great, thank you so much, Richard. Aurais-tu des réflexions sur l'effet de la région du Grand Moncton sur la région de Shediac, Beaubassin-Est et Capelin? Ben, moi, je pense que c'est une relation osmotique, c'est une relation de synergie, en ce sens que, comme la région de Shediac ou encore Cap-Pelé de plus en plus est dans l'orbite de Moncton et le devient de plus en plus au fil du temps, on voit que les tendances démographiques de la région commencent à prendre un peu la même forme, pas nécessairement exactement la même ampleur, mais qu'il y a véritablement un élan qu'on ne retrouve pas dans le nord du comté de Kent, qu'on ne retrouve pas ailleurs dans les régions francophones du Nouveau-Brunswick, par exemple. Donc, les dynamiques sont différentes parce que les industries sont différentes, mais il y a un effet des Anglais utiliseraient l'expression spillover effect, c'est-à-dire qu'il y a un effet bénéfique associé à l'emplacement de la région en proximité de Moncton. Donc, moi, j'ai tendance à le voir comme étant un rapport osmotique, donc c'est quelque chose qui est favorable pour la région, mais je serais très intéressé d'entendre les perspectives des gens, bien sûr, plus tard dans la conversation. Merci beaucoup, Richard. Deuxième question, je dirais, tu as parlé un petit peu des infrastructures qui devraient être développées afin de pouvoir accueillir plus de gens. Alors, autre que le logement, qui vraiment, je dirais, est un sujet qu'on retrouve dans toutes les séances, nouvelles conversations, quelles sont les infrastructures qui devraient être plus développées dans la région? Si tu me permets, Nicole, je vais quand même me permettre une parenthèse sur le logement, uniquement pour signaler que c'est quelque chose qu'on entend à l'échelle de la province. Et puis moi, en tant qu'économiste, je suis inquiet de laisser uniquement ce dossier-là aux forces du marché, pour des raisons évidentes que ce qu'on voit à travers toutes les régions, c'est que le marché ne semble pas être en mesure de produire des logements. En tout cas, j'ai hâte d'entendre la perspective dans la région de Cap-Pelé ou Shediac, mais les gens qui se joignent à nous ne sont pas tous en mesure de s'acheter des maisons, ne sont pas tous en mesure de payer des loyers qui sont relativement élevés. Donc, dans le segment du loyer abordable, on voit un resserrement des taux d'inoccupation, on voit des loyers qui augmentent de manière considérable, presque partout à l'échelle de la province. Il y a eu un léger répit en 2020 à cause de la pandémie, mais pas dans la région de Moncton où il y a eu beaucoup d'immigration. Donc, je pense qu'il faut commencer à voir le logement comme faisant partie de l'infrastructure de base pour la prospérité économique, tout comme l'idée d'une 4 voies l'était il y a 20 ans. Et puis, si on voit ça de cette façon-là, il faut penser maintenant à cette logique-là en termes d'investissement. Donc, par le passé,
on subventionnait les entreprises pour qu'elles embauchent des gens, on leur donnait des congés fiscaux, bien là, peut-être qu'on devrait commencer à rediriger ces fonds-là vers l'accueil de nouveaux arrivants, parce que le défi maintenant, il n'est pas autant de créer des emplois que d'occuper ceux qui se libèrent. Donc, au niveau de l'infrastructure d'accueil, il y a bien sûr le logement qui est fondamental, sans lequel on ne peut progresser. Mais après ça, il y a tout ce qu'on peut appeler le soft infrastructure, là. Donc, certains employeurs qui embauchent des professionnels qui viennent de l'extérieur du pays, c'est des gens hautement qualifiés, mais ils doivent devenir à l'affût des normes du pays, que ce soit au niveau de la certification professionnelle, de la façon dont l'industrie fonctionne, et ça coûte des sous, et puis il faut accompagner les communautés et les employeurs dans ce processus-là, y compris, alors je parle d'un exemple de certification professionnelle, mais il y a aussi toute la question de faciliter l'insertion scolaire, l'investissement dans le domaine linguistique, dans le domaine de notre capacité d'accueil qui va au-delà de simplement accueillir pour la première période de 3 à 6 mois, mais une capacité d'accompagnement. Donc, offrir un climat qui est favorable, qui fait que les gens par la suite vont, parce que l'immigration marche de bouche à oreille, vont dire de bonnes choses de la communauté. Mais moi, j'ai tendance à dire, autant qu'on voyait la création d'emplois comme un objectif central il n'y a même pas 10 ans, maintenant, on devrait dire que l'objectif central est celui de s'assurer que les emplois sont comblés et puis que, vu que c'est des êtres humains qu'on accueille, bien, qu'on ait une infrastructure d'accueil. Donc, l'infrastructure est de moins en moins du ciment et de l'asphalte, de plus en plus de l'investissement dans les êtres humains. Merci beaucoup, Richard. Alors, on va te revoir dans la période de discussion, mais je vais maintenant présenter les panélistes pour aujourd'hui. Puis, on commence avec notre première panéliste, Joanne Lozier, qui nous a joint en fait en 2018 lors de la première tournée Nouvelle Conversation durant l'événement qui s'est déroulé à Shediac. Joanne est gestionnaire des affaires coopératives et des ressources humaines à Westmoreland Fisheries. Puis, pardon, à Cape Old Packers. Je m'excuse, Joanne. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, puis de partager ton point de vue, ton témoignage en tant qu'employeur dans la région. L'écran est à toi. Merci, Nicole. Merci, Richard, pour ta présentation. C'est intéressant, c'est inquiétant en même temps, mais beaucoup d'occasions à saisir, il faut dire. Alors, je parle de la réalité de Cape Old Packers, mais je dirais qu'à ma connaissance, elle est partagée par certainement la plupart des entreprises du secteur de la transformation alimentaire du côté des pêches dans la région. Ça fait que toutes les autres usines qui transforment du homard, les boucanières de hareng, c'est la même chose. Puis je dirais même que là, ça déborde, les usines de transformation du Nord sont rendues à la même, arrivent au même endroit qu'on est. Donc, je vais dans l'ordre de vos questions. Donc, notre réalité de recrutement, ben, le printemps passé, avec le blocus des travailleurs étrangers que la province nous a mis dans les pattes à la dernière minute, nous a en fait permis de démontrer ce qu'on savait déjà nous, parce qu'on le vivait, ça faisait plus de 10 ans, mais à démontrer encore une fois qu'on peut afficher des postes à presque plus de 3 $ de l'heure de plus que le salaire minimum, parce que tout le monde, on se fait souvent reprocher nos salaires, mais là, on avait des postes affichés à 15 $ de l'heure. Puis, on avait très, très peu d'applications. Ce qu'on a vu comme candidature, c'était des étudiants, un peu des écoles, plusieurs des universités. On a fait appel à des agences de placement pour recruter. On a fait des annonces dans d'autres provinces. On a mis énormément d'énergie là-dessus. On a eu, je dirais, peut-être une 50aine de personnes, mais en juillet, il en restait moins que 10. Donc, nous,
pour se fier sur le bassin local, c'est plus réaliste. Puis je dirais que une des raisons pourquoi on doit recruter des travailleurs étrangers, c'est parce qu'on l'a vu le printemps passé. Encore une fois, ça nous a permis de prouver beaucoup de choses. Ça crée une énorme pression sur les employés locaux parce que les saisons de pêche étaient ouvertes. On avait du matériel, de la matière première qui entrait, il fallait la transformer. Puis on avait des très petites équipes. Puis ça, c'est des gens d'ici, avec quelques résidents permanents qu'on a déjà. Mais ça fait une énorme pression sur ce groupe-là parce qu'on a une ligne de production. Donc, il faut qu'elle soit fournie à chaque étape. S'il manque trop de monde, ça ne marche pas. Ça fait que énormément de pression. Puis on a vu aussi, c'est sûr que le printemps passé, tout l'effet de la PCU puis les fonds qui étaient disponibles aux individus, ça avait un effet. Il y a toujours l'effet de Moncton est toujours dans le portrait, Richard, pour répondre à ta question. C'est bénéfique, puis ça ne l'est pas en même temps. C'est comme un pôle d'attraction, c'est tout le temps le plan B. Puis on le voit, ma crainte, c'est si on ne réussit pas à pallier aux problèmes de logement, puis que nos nouveaux arrivants déménagent à Moncton, on les perd. Ça, c'est mon opinion. Je ne sais pas qu'est-ce que les autres en pensent, mais on a eu quelques cas qui me laissent croire qu'on s'en irait dans cette direction-là. Nos nouveaux arrivants, notre expérience jusqu'à maintenant, oui, on les recrute, nous, exclusivement parmi nos travailleurs étrangers temporaires. Dans quelques cas, ce sont des membres de leur famille. Donc, on a un premier groupe de travailleurs étrangers, de résidents permanents. Puis là, leurs amis et leurs familles sont comme une deuxième vague parce qu'on veut s'assurer qu'ils aient la famille, des amis qui s'enracinent ici, qui restent ici. Donc là, on commence la deuxième vague, on élargit le cercle. Jusqu'à maintenant, je dirais une expérience très positive. On a réussi, je dirais que notre taux de rétention jusqu'à maintenant dépasse 80%. On voit que l'appui, pour que ça fonctionne, c'est là où on voit l'importance de la collectivité, de la communauté. Puis, je dois dire qu'à Capelé, je pense qu'on est choyé. Merci Serge Légère. Le village fait vraiment, je pense, un bon travail en termes d'activité puis de souci d'intégrer ces gens-là dans les activités qui sont organisées par le village puis d'autres organisations. Une des choses qui fait que les gens restent, c'est l'école. Au début, quand je parlais, entre autres, à des amis, puis je leur disais qu'on avait des gens des Philippines, de la Jamaïque qui s'en venaient ici, puis eux autres, leur langue première ou seconde, c'est l'anglais. Puis que j'essayais de les convaincre d'envoyer leurs enfants à l'école en français. Je me faisais regarder avec toutes sortes de yeux. Mais de ce que j'entends jusqu'à maintenant, c'est un succès. C'est sûr que le CAFI a joué un rôle là-dedans. Le district scolaire qui a mis en place des ressources pour aider ces enfants-là à s'intégrer, aider les parents à composer, à apprendre comment fonctionnait le système. Je l'ai entendu il y a 2 semaines, un de nos nouveaux résidents permanents qui est originaire de la Jamaïque, qui a croisé quelqu'un dans le village. C'est l'autre personne qui me racontait que sa petite fille de 8 ans était toute fière de s'adresser à elle en français. Ça, pour moi, c'est du bonbon. C'est la preuve qu'on avait raison. L'intégration passe par l'école, puis le maintien de l'équilibre linguistique dans la communauté ou dans les environs, qui est, je pense, une composante importante de l'intégration puis de l'acceptabilité par la communauté de ces gens-là. Si les enfants vont à l'école en français,
pour moi, c'est fondamental. Donc, on a vraiment un résultat positif de ce côté-là. On a aussi vu qu'il y a eu une nouvelle garderie qui a ouvert depuis 2 ou 3 ans, je dirais, avec plusieurs enfants, des nouveaux résidents qui sont là. Du côté des plus gros défis, ben, le logement, oui, on ne peut pas contourner ça. On a beaucoup d'appui. On voit à Capelé, c'est presque un boom d'immobilier. Il y a beaucoup de construction, d'appartements, du locatif et aussi de maisons. Pour être vraiment honnête, nous, on a des partenaires, mais on a quand même en tête, on se pose la question régulièrement, est-ce que l'entreprise doit investir dans elle-même, donc s'occuper de monter un projet pour, puis soit seul ou avec d'autres partenaires, mais est-ce qu'on doit partir une subdivision, pour l'appeler comme ça, là, pour des maisons qui seraient abordables pour les gens, pour les familles qui ont besoin ou qui souhaitent avoir leur propre maison. Donc, ça, on se pose la question parce que c'est sûr que le privé a peine à suffire à la tâche tout de suite. Un autre défi, c'est les médecins. Nos nouveaux arrivants ont besoin d'accès à des soins de santé, puis il y a souvent des défis à avoir accès à des médecins. Dernière chose, qu'est-ce que je dirais aux autres aux autres entreprises qui voudraient faire venir des travailleurs étrangers? Puis en fait, j'ai la question régulièrement, minimum une fois par mois, j'ai quelqu'un que je ne connais pas, même pas du secteur, qui m'appelle pour savoir qu'est-ce qu'on fait pour avoir des travailleurs étrangers. Je dirais d'abord, il faut être très bien organisé, il faut avoir beaucoup de patience, il faut prendre le temps qu'il faut pour s'organiser. Il faudra investir de son argent parce que ce n'est pas gratuit, ça coûte de l'argent. Puis il faut avoir des alliés dans la communauté qui vont nous aider à les loger, puis dépendant quelle sorte de plan à long terme, mais toute la question de scolarisation des enfants, les emplois pour les conjoints, il ne faut pas négliger ça parce qu'un conjoint malheureux, c'est une incitation pour un déménagement. Je pense que j'ai fait le tour, j'ai peut-être dépassé mon temps. Merci pour l'occasion. Merci beaucoup, Joanne. Alors, on te retrouvera durant la période de discussion. J'aimerais maintenant présenter notre deuxième panéliste. So our second panelist for the day is Dion Rubianes. Dion was born and raised in the Philippines and now lives in Capelé. She is a part of the current graduating class of the 2021 Moncton High School. Not only is she part of the New Brunswick Multicultural Council's Imagine and Be leadership program, she has also taken part in multiple programs and workshops on advocacy and other national and local problem solving. After high school, she plans to continue her endeavors at the University of New Brunswick's Fredericton campus, specializing in business administration. Hello, Dion, and thank you very much for taking the time to be with us today. The screen is yours. Thank you, Nicole. So, good afternoon to each and every one of you. I am Dion. I am 17 years old and I am a current grad here in Moncton High. So I live in Capelé. My parents were brought in as a foreign worker. My mom works at Cape Bald while my dad is now blessed that he was given a chance to study truck driving by Magma, which is amazing. So I'm going to share my story about school, about my life in Capelé and all of that. So I'm just going to start with my education. So back home, we were expected after grade 10 to go in this box wherein we have this certain subjects to learn for our chosen universities or colleges. But the difference with here is we are to tailor our own paths towards university or college, which is amazing. But I was given limited time to think about it, which
I think every teenager has distressing times thinking about what they want to do after high school. But I was very lucky to have a guidance counselor to guide me through it. Not only that, but to tell me what I need for graduation. But one of the main things that had been a problem is I live in Capilé and I go to school to Moncton. Although I was given a chance to learn French by CAFE, it was a little too late since I was already in Moncton High during that time. It was so hard to socialize with my friends that I met here, even school activities. But I did meet Imagine New Brunswick, Ariane and Rachel. They were great since they connected me to different youth from New Brunswick to create actually a change. So it's a leadership program, which is amazing. I've currently finished a community project about biodegradable plastics. And above all that, they made me feel welcome. So culture shock wasn't really much of a problem. But for living in Capilé, it was very hard, as the other speakers mentioned, Joanne, that we are limited from our medical needs and even our local products. So the nearest Filipino store is actually in Moncton. So we need to travel like an hour just to get the stuff that we usually eat, which is not very ideal. So that the sorry, but really one of the main things I want to talk about is the medical needs. So I'm a person who actually gets sick quite quickly, especially I've came from like a tropical country, then now it's like really cold. I'm very prone to colds and like clinics are so far away. And I'm very lucky to have a car, but not all newcomers have that. And I think that's one way to look at it. Yeah. Great. Thank you so much, Dion. Now we'll be bringing back Joanne and Richard for a discussion question. A discussion period. Thank you for sharing your journey here, Dion. The first question actually is for you. What according to you, can be improved in the community around the Capilé region to better support newcomers? So although we really have organizations that put us together with different cultures to learn more about Canadian culture and other nationalities that are within the Capilé community. But just what I said, the medical field needs a lot of attention since I did try, in my experience, I did try to contact doctors near our apartment, but they don't accept immigrants because they are not around the area, and which is a barrier because my parents are only working in Cape Bald, although it brings great salary. But we do have other things that we need, and it's not ideal for us to put in gas all the time just to go for a checkup and all of that. Great. Thank you so much, Dion. The next question is actually for Joanne. Quels sont les effets de la COVID sur les employeurs de la région, puis en termes de recrutement de nouveaux arrivants, puis au niveau du logement, etc.? Ouf. Effet de la COVID, ben, un effet immédiat, c'est que nous, cette année, on n'a pas personne qui vient de l'Asie. On n'a aucun travailleur étranger qui arrive de l'Asie. On a fait venir un groupe, une douzaine. L'été passé, ça a pris 3 tentatives, 3 itinéraires complets, payés, qui ont été faits, défaits. C'est pas le temps de voyager. C'est aussi simple que ça. Pour ce qui est, puis on a plusieurs résidents permanents nouvellement approuvés qui veulent faire venir leur famille. Il y a justement un couple à qui je pense qui sont repartis aux Philippines chercher des enfants.
Ça fait depuis le mois de mars qu'ils essaient d'y aller. C'est vraiment difficile, c'est très pénible. Faire venir des travailleurs étrangers, c'est pas beaucoup plus facile et encore moins agréable. On a un avion qui s'en vient cette semaine, puis on a eu besoin de la permission de 4 ministères provinciaux et 4 ministères fédéraux pour faire venir un avion, un charter avec d'autres entreprises. C'est pas juste nos employés, c'est vraiment... Le consensus ici, il est temps que ça finisse. Mais c'est très compliqué. Je dirais que ça ralentit énormément. On va comme perdre une année. Richard, aurais-tu des réflexions sur l'effet de la COVID? Ben, jusqu'à date, ce qu'on voit, c'est qu'à l'échelle provinciale, c'est qu'on a reçu à peu près moitié moins d'immigrants dans la province. Ce qu'on semble voir, c'est que la région de Moncton semble avoir assez bien tiré son épingle du jeu. Donc, est-ce que c'est lié au fait que c'était le seul aéroport qui fonctionnait à peu près durant l'année? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il va y avoir, on devrait recouvrer assez rapidement. Mais il faut se rappeler que c'est dans un contexte d'une incertitude qui est sans précédent. Donc, malgré le fait qu'on a eu une pause au niveau de recevoir de nouveaux arrivants, c'était comme 50% plus faible, on remarque qu'il y a des pressions encore énormes sur le logement. Et puis, des endroits comme Bathurst ont des taux d'inoccupation, des niveaux records en termes de faiblesse. Et je pense que Bathurst a connu une augmentation assez, même dramatique, du prix des logements. Donc, on voit là, qu'il y a des pressions énormes qui se manifestent. Le résultat, ça, c'est simplement qu'il y a 3 ans ou 4 ans, le taux d'inoccupation des logements au Nouveau-Brunswick était d'à peu près 6%. Il y avait de l'espace, il y avait du lousse, comme on dit en bon anglais. Là, on est rendu là, que tout le stock a été épuisé. Puis quand tout le stock est épuisé pour un bien qu'on appelle inélastique, donc la demande ne varie pas beaucoup en fonction du prix, là, je parle comme un économiste, ce qui se passe, c'est que le produit part en haut, il grimpe en flèche. Donc, le marché a répondu jusqu'à date pour les logements à loyer élevé. Donc, ce qui est au-delà de 1 500 $ par mois, pas de problème. Il y a une croissance importante du nombre de logements. Mais pour ce qui est d'en bas de 1 000 $, c'est un défi de tous les instants. Et puis, l'offre excède encore, même en pleine pandémie, de manière claire la demande. La demande excède de manière claire l'offre. Donc, dès qu'on va repartir au niveau du flux d'immigration, on va avoir des défis majeurs à travers la province. Je suis intéressé d'entendre Joanne justement parler de la possibilité d'investir dans le développement d'un parc immobilier. La question que je me pose là, puis c'est peut-être un peu plus évident dans un endroit qui est proche de Moncton que ça peut l'être dans d'autres communautés où est-ce que c'est qu'il y a un risque qu'à plus long terme que ça soit inoccupé parce que les baby boomers, on a une autre dizaine d'années là aux baby boomers qui prennent leur retraite. Donc, j'étais très intéressé d'apprendre que le projet était même autre chose que du locatif, que c'était peut-être une possibilité de, je ne sais pas moi, une maison mobile ou encore des maisons. Donc, est-ce que vous êtes suffisamment avancé pour penser que c'est financièrement possible? Joanne? Notre plan, c'est de mettre sur pied une infrastructure qu'on va revendre à nos employés, à nos résidents permanents. C'est ça l'idée. Okay. Puis là, on est encore au niveau d'un plan. Puis c'est toujours comme une espèce de fantôme dans la pièce, là. Parce que c'est sûr que là, il y a beaucoup de choses qui bougent ici, mais ça va-tu à la vitesse qu'on a besoin dans les prochains mois si la COVID peut nous donner un petit peu d'air à respirer, là? Faudra qu'on y repense, qu'on regarde ça à nouveau. Puis, comme je disais, on a des partenaires qui sont dans le développement immobilier. Reste à voir si c'est quelque chose qu'ils veulent faire, on fait ça avec eux autres. Et puis, on n'est pas les seuls qui se posent la question, là. Mais au moins, dans votre cas, on dirait que vous le contemplez. Puis je pense que le fait d'être relativement proche de Moncton minimise le risque à plus long terme, parce que c'est quelque chose qui pourrait être occupé dans 10-15 ans par d'autres groupes.
ce que je voyais dans des régions comme Richibouctou ou même d'autres collectivités, c'est qu'il ne semblait pas y avoir de partenaires qui se manifestaient. Il y a des employeurs qui étaient très inquiets, mais ils disaient, on n'est pas dans la business du logement, on ne veut pas l'être. Et puis, mais on estime, si on veut garder nos activités ici, il va falloir que quelque chose se produise. C'est comme un moment d'incertitude dans la collectivité où est-ce que je voyais que je n'ai pas encore entendu peut-être à 50 ans un peu, mais je n'ai pas encore entendu dans d'autres collectivités l'employeur dire on va le faire. Là. Donc, je ne suis pas en train de dire que vous allez le faire, mais je suis en train de dire que c'est intéressant de voir qu'au moins c'est contemplé comme projet. Là. C'est sûr qu'on regarde ce qui se passe, on essaie de voir aussi en avant parce que nous autres, on continue à parrainer des employés. Puis là, on voit que, je disais on est rendu à la deuxième vague. Si on fait venir la parenté, les amis viennent, ben oui, ce monde-là, quand ils arrivent, ils sont plus confortables d'aller dans du locatif et aller en appartement. Mais c'est des gens, ils ont moins de 35 ans la plupart. Ça fait que là, les enfants arrivent, l'appartement, ça ne fait plus trop l'affaire, ça fait que ça prend d'autres choses. Puis c'est là où c'est sûr, c'est considérable comme investissement, puis tu ne fais pas ça juste pour 5 ans. Ça fait que c'est des grosses questions à se poser. Puis, c'est ça, on va être à l'étape d'une décision bientôt. Je ne sais pas quand. Merci beaucoup, Joanne puis Richard. Une question pour Dion. One quick question for you, given that you live in Kapolei and you go to school in Moncton, could you share some of your experience in Kapolei trying to make connections, as a youth with the community? How has that been? Sadly, not actually directly to Kapolei, since I was limited to my opportunities since I am not really proficient in speaking in French. Although I am working currently in Cape World as well, and I've been given the chances by Imagine New Brunswick and other organizations to actually reach out to different youths at the other provinces. That's great. I imagine that you're not the only youth that does that commute every day to school. Do you know of others in the region that do this? There are plenty actually, since from where I work, Cape Bald, we have other teenagers as well who goes to different schools such as LJR in Shediac. I have 3 people who goes to Moncton High as well. It's a commute about like an hour and a half. So I have to wake up early to reach here in Moncton around like 9-ish. Okay, thank you, Dion. Joanne, tu as quelque chose à ajouter? I have a question for Dion. So the last time we had this type of activity, there was one person who had her story had pretty much a knockout effect, and she was the student who had come a few years before, like you, and she was mentioning back then that her school experience was not the most joyous one. She didn't have any friends. No one came towards her. She didn't feel she had any support within the school. How would you describe your experience at Moncton High? I did have a different experience. Since Moncton High is very welcoming to every culture, we are actually given the opportunity to raise a cultural event wherein we get to share what's like to be in our shoes, what it's like festivals and all of that, which is amazing. But I think I speak as there was an incident wherein I was given a chance to tour a new student from Kenya. And although I did try my best to make her feel welcome, she opened up to me about 3 months ago that she didn't feel welcome because the first person that was presented to her wasn't like her. Sorry about the bell. But
that's actually a good point because we didn't think about that. The first person that you would be seeing embodies the whole school. Could grade 10 students for the following homerooms? Thank you. Thank you, Dion. Do you want to carry on or is it too loud now? Mr. Lass's It's homeroom, actually still quite 1041, loud. and Sorry. Mr. Yeah. West. Okay, we'll come back to this point. Pour toi, Joanne, en tant qu'employeur, je pense que tu as touché vraiment à différentes, tu as répondu à peu près la plupart des questions qui sont arrivées pour les employeurs, mais est-ce que qu'est-ce qui vous empêche d'embaucher des gens qui parlent le français? Pourquoi cette barrière linguistique? C'est une question que je me pose à chaque année. Je dirais pas qu'il y a une barrière. Je l'ai essayé. Ça fait 2 années que j'essaye. J'ai des appels des résidents canadiens qui, en majorité, viennent du nord de l'Afrique, Tunisie, Algérie, Maroc, les francophones, qui aimeraient que leur famille, amis viennent travailler chez nous. Puis ça fait 2 années de suite que j'essaie une personne, un candidat. Je leur envoie toute l'information, la même information que j'envoie à n'importe quel autre travailleur étranger qui veut venir travailler ici parce qu'il y a tout un package d'informations pour obtenir un permis de travail. Puis 2 fois sur 2, ils ont été refusés. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que on a eu des expériences avec des étudiants qui ça nous a fait voir que ça amenait, il y a de l'intégration culturelle à faire. Ça fait qu'à chaque fois qu'on a un nouveau groupe, tout de suite, on se concentre sur 3 pays, 3 groupes. Puis, je dirais qu'on a les mains pleines. Puis, ajouter un autre groupe nous demanderait beaucoup d'énergie. C'est tout un autre dynamique. Puis, tout de suite, je dirais qu'on n'a pas les outils pour faire ça tout de suite. Puis je voulais l'essayer avec quelques-uns. Ça serait ma réponse pour le moment. Je dirais probablement que ce serait notre prochaine étape, parce que c'est sûr qu'on est conscient qu'on a notre rôle à jouer là-dedans, mais ça vient pas, c'est pas simple. Richard, aurais-tu des réflexions sur l'équilibre linguistique dans la région par rapport à l'immigration? Ce que je remarque de manière générale, c'est que les commentaires de Joanne sont comparables à ce qu'on a entendu dans d'autres régions aussi, c'est-à-dire que pour un bon nombre de raisons, il y a tendance à vouloir se concentrer sur un nombre limité d'origines en termes de pays. Ça a sans doute des effets positifs au niveau de la création d'un noyau, une masse critique, si on veut l'appeler dans ces mots-là. Et puis, dans une région comme Cap-Pelé, la dynamique linguistique est très différente que dans une région comme Saint-Quentin. Donc, dans une région comme Saint-Quentin, éventuellement, les nouveaux arrivants, que ce soit ceux qui travaillent ou même les enfants d'âge scolaire, vont devoir se débrouiller en français éventuellement. C'est une question de temps, particulièrement au niveau scolaire. C'est un défi, bien sûr, puis il faut qu'il y ait des ressources nécessaires pour s'assurer que les jeunes puissent avoir une bonne formation scolaire dans la langue française. Mais c'est une dynamique entièrement différente de ce qu'on voit dans le sud-est, même dans une région comme Richibouctou. Donc, Bathurst va avoir la même dynamique éventuellement aussi. Donc, tous les endroits où il y a une cohabitation linguistique,
ça va être un défi. Et puis, d'où la raison pour laquelle les collectivités francophones doivent s'impliquer parce que même dans une région comme, je dirais pas jusqu'à Chupagan-Lamec, mais même comme une région comme Tracadie, par exemple, éventuellement, là, si on est très mal pris, puis que les travailleurs viennent seulement d'un pays où la langue parlée, le français n'est pas, c'est pas parfait, ils vont peut-être quand même aller vers les Philippines ou des régions comme ça. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui va se produire, mais ça va frapper dur et très vite. Donc, la question est, comment est-ce qu'on peut être proactif? Ça se passe maintenant en Tracadie, les travailleurs étrangers dans les usines viennent des Philippines et du Mexique, ils parlent anglais. Ouais, voilà, dans les usines, ça va, mais dans un foyer de soins, c'est une autre histoire. Non, ça ne marche pas. Donc, comment est-ce qu'on s'y prend de manière proactive? Puis c'est là où c'est essentiel qu'on ait un bon arrimage entre le secteur des foyers de soins, qui sont souvent à but non lucratif, organisés localement, et les autorités pour qu'on puisse avoir une stratégie proactive, pour qu'on puisse prendre les devants sur une situation comme celle-là, parce qu'on sait que de parler la langue va devenir un enjeu central. Dans une région comme Tracadie ou Chupagan ou Caraquet, ça va être un défi de trouver des gens qui vont parler la langue. Dans une région comme Bathurst, ça devient d'autant plus un défi, mais il y a des options parce que les gens peuvent parler l'anglais, même si ce n'est pas l'idéal dans certaines situations. Donc, il faut commencer à prendre le taureau par les cornes avant que ça devienne une situation où les gens commencent à trouver que c'est problématique. Mais de toute façon, ça va prendre des nouveaux arrivants. Donc, peu importe. Là. Donc, c'est une question de gérer le dossier de manière proactive, selon moi. Et puis, partout, les sensibilités linguistiques s'expriment de manière différente. Donc, 50 ans, ce n'est pas la même chose que Richibouctou. Richibouctou ne sera pas la même chose que Cap-Pelé, mais on sait très bien qu'elles sont là. Donc, ça va prendre une stratégie proactive. Merci Richard. Une dernière question pour Joanne et Dion. Je sais que vous devriez quitter bientôt, Joanne avec une autre réunion, puis Dion à l'école. Je vais commencer par Joanne. Joanne, tu étais panéliste en 2018, alors ça fait 3 ans maintenant. Est-ce que tu dirais que les choses sont améliorées durant ces 3 ans? Je dirais qu'en termes d'appui aux nouveaux arrivants, c'est un grand progrès, définitivement. Intégration dans la communauté aussi. Je pense l'expérience des nouveaux arrivants, Dion nous l'a dit, qu'elle se sent a réussi à se créer un petit noyau, peut-être pas nécessairement à Cap-Pelé, mais au moins à l'école, il y a un certain degré de confort que je pense qui est absolument essentiel. Fait que je dirais oui. Oui, c'est mieux. On avance. Puis il y a une plus grande conscientisation, c'est sûr, plus avec le temps. Les gens ne sont plus surpris d'entendre qu'il y a des nouveaux arrivants qui s'installent. Merci, Joanne. Dion, je vais te donner la parole en premier si tu aimerais conclure quelques commentaires que tu disais avant l'interruption. Puis également, une dernière question. Comment est-ce que tu aimerais voir la communauté progresser dans les prochaines années en tant que jeune habitant à Cap-Pelé? So, Dion, sorry, oh my God. In English, I will give you the time to finish any comments that you were sharing with the group before the interruption. And also a last question, how would you like to see the community progress in Cap-Pelé as a youth living in the region? So actually those are very two connected concepts. So what I was supposed to point out a while ago was cultural representation. No matter how much you welcome a newcomer, if they don't relate to the first person or the person welcoming them, it would still be a hard time from my experience. So what changes could the community do? A while ago, I did talk about the medical field. Actually,
it's been better compared to like a year ago when I first came in. So I would really want to applaud everyone who has been making changes for that, especially Joanne, Richard, and even Mayor Serger. I'm so sorry if I said it wrong, but it's actually quite a great environment right now compared to last year. Besides that, just the medical issues, because it's hard to go to like far reach areas just for something that's a necessity. Yeah, thank you very much, Dion. And with that, I will conclude the session today a little bit early, just given that we're losing our two panelists. But thank you very much for taking the time to be part of the 11th event of New Conversations 2.0, focusing on the region of Chediac, Beaubassin et Capellet. Je vous invite à visiter le site nouvelleconversationsnb.com pour le calendrier de la tournée. Nous avons 4 événements qui nous restent, ainsi que d'autres ressources telles que la présentation de Richard, le rapport qui a été développé avec des données de remplacement de la main-d'œuvre, etc., pour la région. Alors, j'espère que vraiment ces ressources, cette discussion aujourd'hui va vous aider avec vos planifications, puis avec tous les partenaires qui se mobilisent à travers la région afin de créer une communauté, puis des milieux de travail plus inclusifs, plus divers, plus équitables. So all the sessions for New Conversations are being recorded and will be available on the website as well. Merci tout le monde, puis je vous souhaite un bon après-midi. Merci. Merci.